enchaîne donc maintenant avec une nouvelle séquence, parce qu'on a beaucoup parlé depuis ce matin de l'hôpital et de l'organisation interne des capacités. Mais le parcours patient, et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, ne commence pas à l'hôpital. Et il ne s'arrête pas non plus à la sortie. Avant l'hospitalisation, il y a la médecine de ville. Et après l'hospitalisation, il y a le retour à domicile et l'accompagnement des patients. Alors pour enrichir cette réflexion, on a donc souhaité entendre le regard des acteurs de la médecine de ville et celui des usagers. Et je vais donc demander à Théo Combe de me rejoindre. Il est médecin généraliste et président de la FACS, c'est comme ça qu'on dit, la Fédération, la FACS Occitanie, la Fédération des acteurs de la coordination en santé. Ça, c'est juste. On va demander également à Jean-Marc Castader, qui est médecin généraliste et représentant de l'URPS Médecins Occitanie, l'Union régionale des professionnels de santé, de nous rejoindre également. Et enfin à André Guinvarch, qui est président de France Asso Santé Occitanie, qui va donc représenter les usagers. Alors, monsieur Guinvarch, très attention derrière vous, ne tombez pas, s'il vous plaît, ça me fait très peur depuis ce matin. Oui, alors il y a des médecins sur place, c'est sûr. Mais si on pouvait éviter, est-ce qu'en un mot, vous pouvez... On passe par le médecin généraliste avant de l'envoyer à l'hôpital. Ça tombe bien, on en a deux sous la main. Je vous laisse un micro parce que je voudrais bien qu'en deux mots, vous puissiez nous présenter votre association. Je ne sais pas si tout le monde connaît l'association de M. Guinvarch, mais on va la resituer. Voilà, s'il vous plaît. Alors, donc, France Asso Santé regroupe, est une association qui a été créée par la loi de 2016 et qui regroupe toutes les associations qui ont un agrément santé donné par le ministère. Donc, vous avez la Ligue contre le cancer, je vous cite des associations que vous connaissez, l'association des diabétiques, les associations familiales, les associations de consommateurs, Que Choisir, enfin, etc., associations de personnes âgées, associations de handicapés, donc toutes les associations qui ont un agrément qui a été donné par le ministère et qui permet de désigner des représentants d'usagers qui siègent dans ce qu'on appelle les CDU dans vos établissements, les commissions des usagers. Alors, ces représentants des usagers sont nommés par l'ARS, proposés par les associations, nommés par l'ARS. Et nous, en tant que France Asso Santé, on doit animer ce réseau des représentants des usagers, les former, puisqu'il y a une formation obligatoire, puisque lorsqu'on devient représentant des usagers, on ne parle plus au nom de son association ou à son nom propre, on parle au nom de tous les usagers. Donc nous devons former, en fin de compte, à ce qu'ils deviennent vraiment des représentants des usagers. Et c'est pour ça qu'on est très content de vous avoir aujourd'hui sur cette table ronde, parce que vous allez porter la voix donc, des usagers. Voilà. Oui, alors... Est-ce qu'on doit présenter, est-ce que vous connaissez la FACS et l'URPS peut-être? Allez-y, un petit mot rapide aussi, comme ça au moins on a tous le même degré d'information. Oui, merci Priscille. La FACS Occitanie, alors il y a des FACS dans les autres régions, c'est la Fédération des acteurs de la coordination en santé. Une fois qu'on a dit ça, c'est très large. Alors bien sûr, il y a les DAC, dispositifs d'appui à la coordination des 13 départements d'Occitanie. Il y a des dispositifs thématiques régionaux comme Onco-Occitanie, Diabète Occitanie. La liste est très longue. L'ORU, voilà, notamment, qui est bien présent dans cette, je dirais, ce club voilà, de tous les acteurs. Et c'est un endroit où je pense c'est très à la fois agréable et constructif de pouvoir avoir un certain nombre de discussions sur le thème de la coordination. Et c'est vrai que tout ce que j'ai entendu ce matin, ça tourne quand même autour de ce sujet, mais je pense qu'on y reviendra. Bien sûr. On va y revenir. Jean-Marc Castader. Donc Jean-Marc, je suis médecin généraliste installé en Gascogne et je représente l'Union régionale des professionnels de santé médecins libéraux d'Occitanie, donc 6000 médecins en Occitanie, et donc je représente les chirurgiens, médecins et médecins spécialistes d'organes pour essayer de trouver leur place de toute bienveillante dans le parcours de soins pour les patients et pour aussi la santé des patients, mais aussi des soignants, puisque à l'URPS, la santé des soignants nous paraît quelque chose de très important aussi. Alors merci à tous les trois de vous être présentés. On va rentrer dans le vif du sujet. On parle souvent, et on en a parlé ce matin, de la difficulté à faire sortir un patient de l'hôpital. Mais pour les médecins de ville, et je vais commencer avec vous, la difficulté est parfois de réussir à le faire entrer dans l'hôpital. N'est-ce pas, messieurs? On en a parlé en préparant tout ça, donc je vais droit au but. On ne va pas y aller par quatre chemins. Vous confirmez cette tendance? C'est compliqué pour vous, médecins, aujourd'hui, de faire hospitaliser un patient en urgence? Alors, en urgence ou en soins non programmés, parce que
Nous, notre cœur de métier, c'est quand même les patients chroniques et pour lesquels on a besoin de l'avis de quelqu'un de compétent et éventuellement de répit. Et on a besoin de trouver le bon lit au bon endroit et au bon moment. Sachant que dans notre réflexion, on se pose toujours la question, est-ce que c'est vraiment le bon moment ou est-ce que je peux attendre un peu ou est-ce qu'il va se remettre? Et donc cette question du rapport bénéfice-risque, de la décision partagée, parce qu'aujourd'hui on a une décision partagée entre le médecin, le patient, sa famille, les autres professionnels de santé, pour dire la bonne place aujourd'hui pour Honorine, c'est ça. Et on va essayer de trouver ensemble la bonne solution. Et en fonction de la réponse à la demande de soins, eh bien, on va parfois modifier la façon de faire. Et donc, c'est cette question-là de la décision partagée en fonction de l'offre qui nous met aujourd'hui en difficulté, alors qu'il y a 30 ans ou 40 ans, quand j'ai commencé mon exercice, eh bien, il y avait une place où on connaissait tous André, et quand on appelait André, il disait ouais, c'est Jean-Marc, ouais, je te le prends. Je ne sais pas si j'ai de la place, mais je le prends. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait ça, et donc on est obligé de se poser la question, est-ce que c'est le bon moment, au bon endroit et avec les bonnes personnes? Alors, Théo, même question. Comment vous faites concrètement aujourd'hui? Par rapport à ce que dit Jean-Marc, il y a une autocensure du médecin. Vous n'adressez plus systématiquement. Vous m'avez dit au téléphone, parfois, on s'auto-censure, quoi. On n'y va pas. Oui, mais c'est un peu ce que disait Jean-Marc. Effectivement, le fait qu'on ait peu d'informations finalement sur l'état de l'hôpital fait que, alors à des moments, on est sollicité par la DTARS 15 jours dans l'année, là, parce que vraiment c'est le rouge cramoisi et il faut associer tout le monde. Mais enfin, ça ne dure pas, hein, c'est que sur des pics comme ça. Et donc, voilà, on entend dire que l'hôpital est plein et en fait, après, on entend dire en fait, il n'était pas à ce moment-là. Enfin, voilà, on est en décalé. Et donc, c'est vrai que ça fait un peu suite à ce qu'on a vécu aussi pendant le Covid, où malgré tout, il a fallu gérer les flux de manière un petit peu inhabituelle, parce qu'avant, on nous disait une personne de plus de 65 ans qui a une pneumopathie, c'est hospitalisation. Bon, là, très rapidement, ça n'a pas été ça du tout. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, pneumopathie, 90 ans, EHPAD, voilà. Alors, on m'a dit de parler gentiment aux urgentistes. C'est l'avocat du diable qui m'a dit ça. Non, mais par contre, je pense qu'il faut qu'on se parle plus, ça c'est certain. Voilà, pour effectivement mieux comprendre. Alors des fois, on appelle un urgentiste et qui nous explique qu'effectivement, c'est plutôt plein aux urgences et que donc, il faudrait peut-être faire quelque chose d'alternatif à l'envoi aux urgences. Alors, mais bon, voilà, quelque part, on le subit et on ne le co-construit pas vraiment. On n'a pas non plus d'outils. J'entends que c'est un regret, en tout cas. Ça a été dit ce matin. Hein, les problèmes, ils viennent de la mauvaise communication, de la méconnaissance de ce que font les uns les autres, voilà, en termes de quantité. Chacun pense qu'il fait, voilà, nous pensons tous que nous sommes la chose la plus cruciale dans le système de santé. Voilà, on est tous cruciaux, effectivement, dans ce système. Et l'important, ça serait d'arriver à communiquer. Aujourd'hui, force est de constater qu'on n'a pas non plus forcément les outils pour le faire. Alors, on va être très pratico-pratique et essayer de comprendre comment vous travaillez. Aujourd'hui, quand vous devez vous adresser un patient à l'hôpital, aux urgences ou pour du soin non programmé, comment vous faites? Votre démarche à l'un à l'autre, c'est quoi? Allez-y, ça m'intéresse de savoir comment vous faites. Effectivement, ça me fait réagir parce que la dernière fois, je l'ai fait. Bouchez-vous les oreilles, c'est sur WhatsApp, effectivement. Hein, et tout à l'heure, vous disiez, le meilleur bed manager, c'est celui qui a des amis partout. Oui, en fait, c'est pour ça qu'il y a un intérêt à se connaître et à créer des liens. C'est parce que malgré tout, ça facilite beaucoup les choses. Il faut un réseau, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Il faut un réseau. C'est vrai que c'est compliqué de téléphoner un peu dans le vide, on ne sait pas qui est l'urgentiste, le SAMU appelle, dit allô, c'est le SAMU, mais on ne sait pas si c'est un médecin régulateur, si c'est un ARM, c'est pas très très clair. Et moi, je plaide beaucoup quand même pour cette humanisation, personnalisation des liens, et ça, c'est sûr que ça fluidifie les choses. Alors voilà, ça introduit aussi la question des communautés professionnelles territoriales de santé. Les CPTS sont quand même un nouvel acteur important sur le système de santé dans sa structuration.
Alors, chez nous, voilà, on utilise un outil de communication qui est Spico. J'ai des dizaines de conversations en cours autour de patients, etc. Mais bon, l'hôpital, par contre, n'a pas encore voulu se mettre là-dessus, ni la clinique. Et donc, du coup, on se retrouve sur WhatsApp pour gérer ces demandes d'entrée d'hospitalisation. Voilà, des cas assez complexes qui nécessitent d'accélérer. Donc voilà, il manque encore cette adhésion à des outils communs de communication. Alors, vous parliez de réseau, Jean-Marc, je me tourne vers vous. Vous l'avez dit aussi, hein, à l'époque, moi j'appelais mon pote machin et il me faisait ça marche plus aujourd'hui. Et j'ai envie de dire, pardon, c'est pas une offense que je vous fais, ça marche peut-être avec les médecins, les vieux médecins, pardon, c'était pas comme ça que je voulais le dire, mais c'est comme ça que c'est sorti. Mais pour les jeunes qui arrivent, qui n'ont pas ce réseau-là, ça marche comment aujourd'hui ? Eh bien, ça marche avec une grande difficulté et avec le par défaut de dire je n'ai pas trouvé de solution pour vous, je suis inquiet et je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne connais pas suffisamment bien la famille pour savoir si elle va arriver à gérer le patient cette nuit ou ce week-end. Et donc, par défaut, finalement, je suis vraiment désolé, mais je crains que vous puissiez passer par les urgences, voire même envisager que vous passiez la nuit sur un brancard. Parce que j'ai déjà eu l'urgentiste à 11h et qui m'a dit qu'il était plein et qu'il ne savait plus où mettre des patients. Sauf que la décision du jeune médecin, mais même pour moi, parce que de temps en temps, mon copain, il n'est pas là. De temps en temps, il est à un congrès, de temps en temps, il est en train d'opérer. Et donc, je ne les ai pas toujours au téléphone. Et donc là, c'est est-ce que je vais une perte de chance pour mon patient ? Aujourd'hui, là, jusqu'à aujourd'hui, je me disais, si je ne l'envoie pas et que ça se passe mal, je vais aller en procès. Grâce à cette journée d'aujourd'hui, maintenant, je sais que si j'organise mal mon patient et qu'il passe une nuit aux urgences, j'amène une perte de chance pour mon patient. Ça, c'est quelque chose de nouveau pour moi. J'ai appris ça aujourd'hui, mais ça va faire partie aussi de ce que je vais apprendre aux internes que j'accompagne, parce que cette question-là du bon choix et de la perte de chance potentielle, mais de toute façon, nos patients nous le disent parfois. Moi, je ne veux plus aller aux urgences de l'hôpital ma mère y est morte. Je dis, oui, ça arrive de temps en temps quand même. Mais où j'ai vu un médecin, mais je ne sais pas s'il était vraiment médecin, ou il ne savait pas parler français. Donc là aussi, selon l'expérience qu'il a eue ou qu'elle a eue, mais parfois on se dit, ouais, effectivement, ils sont en difficulté là, comment ils font donc, nous, parfois aussi, on se dit, je vais peut-être arriver à gérer moi. Et parfois, on va essayer de négocier avec nos conjoints ou nos conjointes. Parce que toute la question aujourd'hui, c'est comment on arbitre pour le patient et comment on arbitre pour notre vie. Est-ce que j'arbitre sur le bon docteur Castader ? Est-ce que j'arbitre sur le conjoint d'Hélène ? Ou est-ce que j'arbitre sur le papa de Mathilde, Léopold et Zéphyr, qui ne vont pas encore voir son papa ce soir, ou ce sera encore un week-end où il ne sera pas là, alors que c'était besoin. Donc, il y a 30 ans ou 40 ans, on ne se posait pas la question. C'était le docteur. Et le docteur arbitrait tout. Et d'ailleurs, le conjoint ou la conjointe, il tenait le téléphone. Et les enfants, ils se débrouillaient. Aujourd'hui, nous essayons d'exister aussi en tant qu'humains. Et j'ai entendu parler ce matin de qualité de vie au travail. C'est vachement important. Mais il y a la qualité de vie aussi de l'être humain et du conjoint. Et voir comment on peut... Et là aussi, nous, on a des scrupules quand on envoie trop de gens aux urgences, quand on envoie des gens pas simples. Parce que nos patients polymorbides et qui ne vont pas bien, dont la fille qui s'occupait jusque-là de la patiente de 95 ans, elle vient de se péter le col du fémur. Qu'est-ce qu'on fait d'Henriette ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà. Parce qu'on ne peut pas la laisser toute seule dans ces... Donc, c'est cet arbitrage-là, et le fait aussi qu'on soit des êtres pluriels et qu'on accepte d'être pluriels et faillibles. André Guinvarch, alors, moi, de mon point de vue d'usagère, mais que je vous soumets, j'avais l'impression que pour une hospitalisation d'urgence, une hospitalisation non programmée, passer par mon médecin traitant, c'était la bonne solution. Force est de constater que ce n'est pas plus forcément le cas. Est-ce que c'est quelque chose que les usagers vous disent, que vous constatez, ou ça reste quand même le réflexe premier ? Ça reste le réflexe premier. Il y a des campagnes également, avant d'aller aux urgences, de voir son médecin traitant. Donc, je veux dire, on participe, nous aussi, à ces campagnes. Par contre, on sait très bien qu'il y a tout de même un certain nombre de personnes, et en particulier, on a posé la question des plus défavorisés qui n'ont pas de médecin traitant ou qui n'ont pas
je dirais, de repères dans le système de santé et qui, eux, du coup, vont aux urgences parce que c'est la seule lumière qu'ils connaissent, entre guillemets. Donc le passage aux urgences n'est pas systématique, mais je veux dire, c'est des fois la seule réponse qu'ils peuvent avoir dans un territoire lorsqu'il y a un manque de médecins ou parce qu'il n'y a pas de médecin traitant, parce qu'il n'y a pas cette habitude, etc. Mais peut-être que... Alors, moi, je voulais tout de même intervenir sur... alors, je vais peut-être mettre un pavé dans la mare. Je ne sais pas si vous l'aviez prévu tout à l'heure. Allez-y, on va voir. Mais il y a une quinzaine de jours, j'avais réuni autour de moi 35 représentants des usagers venant de presque toute la région. Il y avait 11 départements présents sur les 13. Donc, vous voyez, ça fait tout de même un bon panel au niveau régional. Et j'ai posé la question, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la gestion des lits? Je n'ai pas dit le bed management, parce que alors là, vous êtes parfait, c'était ma question suivante. Donc c'était, j'ai posé cette question et sur les 35, il y en a 2 qui ont levé la main. Okay. Donc ça veut dire que tous ces représentants qui siègent dans des commissions des usagers, donc dans les établissements normalement où il y a du bed management, ne le connaissaient pas, ne savaient pas que ça existait. Donc, on parlait beaucoup de communication ce matin entre les différents professionnels, mais je pense qu'il y a aussi besoin de communication avec l'ensemble des acteurs du système et en premier lieu les représentants des usagers. Après, l'ensemble des usagers grand public, ça devient plus compliqué, mais au moins avec ceux qui sont dans le système de la démocratie en santé et donc les représentants d'usagers qui siègent dans les commissions. Et alors, effet plus surprenant, par contre, j'ai eu une deuxième réaction à laquelle je ne m'attendais pas. Et là, on m'a dit, oui, mais je pense que c'est à cause de ça qu'on a des problèmes. Ah. À cause du bed management? À cause du bed management. Ok. Voilà. Alors, expliquez-nous. Alors, je vais vous expliquer ce qu'on m'a dit. Alors, je ne sais pas si c'est à cause du bed management ou pas, mais on m'a dit, oui, moi j'ai eu des patients qui se sont plaints parce qu'ils n'étaient pas adressés dans le bon service. Ils étaient dans un autre service et que les infirmières qui venaient soigner la personne d'à côté leur disaient « Ah ben non, mais nous on ne vous soigne pas, c'est quelqu'un d'autre qui viendra vous soigner. » Ah ben ça s'appelle de la maltraitance, excusez-moi, je l'appelle ça comme ça. Moi. Non, mais donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faudra aussi qu'on se pose la question de la gestion des lits et lorsqu'on change de service, etc., comment on continue à accompagner le patient. Enfin, moi, c'est une question que tout de même je pose. Alors, on est peut-être hors du champ aujourd'hui, mais tout à l'heure, ce matin, on a parlé de la certification, et ça fait partie de la certification, je pense, la bientraitance et la maltraitance. Il y a aussi, directement, de la maltraitance, ou non pas de la bientraitance, vous parlez comme dans le sens que vous voulez, du fait peut-être qu'il y a un manque de coordination entre les services qui accueillent, en fin de compte, par rapport à comment accueillir le patient. Alors, on va faire... Voilà, moi, c'est une question que je voulais la poser parce que c'est vrai que c'était 3 personnes qui ont réagi sur les 35, c'est pas encore la majorité, mais c'est une question qui s'est posée. Alors encore une fois, c'est peut-être pas à cause du bed management, c'est à cause, mais c'était des personnes qui n'étaient pas orientées dans le bon service, enfin, parce qu'ils étaient dans un lit, parce qu'il y avait un lit, mais du coup qui se sentaient un peu relégués, voilà. Pas pris en charge comme il faudrait, en tout cas, parce que pas, selon eux, dans le bon service. Théo mais et Jean-Marc... C'était pour vous réveiller un peu. Vous avez raison. Théo Combe et Jean-Marc Castader. Une fois que le patient il est hospitalisé, en effet, est-ce que les médecins que vous êtes ont suffisamment de visibilité sur ce qui se passe une fois qu'ils sont hospitalisés? Est-ce que vous avez un retour? Pas assez. D'accord. Pas assez. Hier soir, dans mon chemin de retour, j'ai appelé Gérard, passionné d'alpine, pour savoir comment s'était passée sa biopsie de son liquide pleural et comment le scanner a montré les choses. Mais j'en veux pas aux médecins hospitaliers parce qu'ils n'ont pas tout à fait fini. Il n'empêche que moi, Gérard, je l'accompagne depuis 30 ans. Et donc là, ça fait 5 jours que je n'avais pas de nouvelles. Donc, voilà. Donc, je ne le fais pas avec tous les patients, je ne peux pas le faire avec tous. Mais il n'empêche que je voulais vous dire comment on traduit en gascon bed management. Ça m'intéresse. Ça s'appelle accompagnement de Chloé Tancogne. Ah, d'accord. Okay, c'est-à-dire que nous avons des vraies personnes que nous voyons, où c'est la fille d'Henriette, c'est le Léopold, le fils, ou le gendre
Et donc, c'est ces vraies personnes qui ont un vrai problème de santé dans leur entièreté. Et on sait très bien que de la façon dont ça va être géré, ça va avoir des répercussions sur la maman de Léopold, sur la tante. Et on sait qu'on fait partie d'un écosystème. Et quand il y en a un qui ne va pas bien, même si on ne fait pas partie de familles qui vont toute la famille dans les urgences, on sait que ça va avoir des répercussions. Donc on essaie de se poser la question de trouver le bon endroit, le bon moment pour que les gens le reviennent. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils reviennent le plus rapidement possible dans leur lit. Parce que le meilleur lit, c'est leur lit. Mais parfois, il faut qu'on organise d'abord quelqu'un qui va venir pour que quand ils vont se lever de leur lit, qui est le meilleur lit, mais comme ils sont un peu patraques, qui ne tombent pas et qui ne se pètent pas le col du fémur en plus. Donc cette question de l'organisation et aussi du besoin, donc ça, nos amis de l'hôpital, quand vous voudrez bien nous appeler l'infirmière libérale et l'auxiliaire de vie pour dire Madame Michu, elle va rentrer, est-ce que c'est prêt? Est-ce qu'il y a le lit? Dès que c'est bon, on le prend, ça va bien se passer. Et nous, on va pouvoir s'organiser. Mais quand il ou elle arrive comme ça, on ne sait pas trop faire. Et je ne sais plus lequel de vous deux m'a dit quand on a préparé ça. C'est peut-être tunnel, le mot tunnel, voilà. c'est moi. Le tunnel opaque dans lequel finalement s'engagent vos patients. Et c'est un tunnel pour eux, c'est un tunnel opaque pour vous aussi, visiblement. Vous allez dans le sens de Jean-Marc, vous êtes d'accord, Théo? Oui, tout à fait. C'est notre vécu de l'histoire. C'est effectivement que le patient, il entre dans un tunnel en entrant en hospitalisation, et puis à un moment, il ressort, mais de manière un peu subreptice. C'est un sujet très compliqué, sur lequel j'ai l'impression qu'on travaille depuis 15 ans et plus. Toujours dire qu'il y a beaucoup quand même de ratés de sorties d'hospitalisation qui, quelquefois, entraînent des réhospitalisations, mais pas toujours. Ça peut être d'autres complications, voire des décès. J'ai encore eu des histoires de chasse récemment qui sont quand même un petit peu dramatiques. Et donc, alors je ne sais pas, moi ça fait longtemps que je dis qu'il faudrait effectivement un appel de l'hôpital au médecin traitant, mais plutôt quelques jours avant, pour cibler un petit peu justement quels étaient les objectifs de l'hospitalisation. Alors c'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment parce que l'assurance maladie veut arrêter de faire Prado et donner au CPTS cette compétence. Enfin, à mon avis, ça peut marcher que s'il y a vraiment un bon binôme hôpital-CPTS pour que ça fonctionne. Et puis, il y aura besoin des DAC aussi pour les patients complexes, avec une complexité psychosociale, de maintien à domicile. Donc là, je pense qu'il faut vraiment qu'on passe la seconde en termes de communication. Et je pense que ça peut rendre service aux bed managers, d'avoir des moyens de faire sortir les fameux bed blockers en se mettant en relation dès l'hospitalisation avec les DAC, avec la coordinatrice d'appui des DAC. Alors, il y a d'autres régions, on l'avait vu aux universités de la coordination en santé, la Albi l'année dernière, d'autres régions où il y a carrément des personnes, des DAC, qui sont dans l'hôpital et qui préparent la sortie. Après, je pense qu'il faut vraiment que ça soit un travail d'équipe. L'hôpital ne peut pas non plus se décharger complètement de la sortie d'hospitalisation. Je pense que ça serait une erreur. Et d'ailleurs, on n'aurait pas moyen de faire autre chose. Par contre, les CPTS sont là pour trouver des professionnels quand il y en a besoin, s'il manque un médecin traitant, s'il manque un cabinet infirmier, un kiné. Donc ça, c'est notre boulot de connaître l'écosystème au niveau des CPTS. Donc tous ces niveaux d'organisation, de coordination en santé qui se mettent en place. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le guichet des CPTS a rejoint aussi la FACS récemment. Donc voilà, c'est la coordination un petit peu à tous les étages qui est nécessaire entre l'hôpital public, le privé, le médico-social aussi, le social. Moi, je ne suis pas du médical, vous l'avez bien compris depuis ce matin, et avec un regard très extérieur, j'ai quand même l'impression que les choses s'organisent, mais chacune dans leur coin. Et est-ce que, effectivement, c'est qui ressort là de cette table ronde, j'ai l'impression qu'il faudrait à un moment pouvoir se mettre en marche ensemble, quoi. Est-ce que c'est une réalité, monsieur Guinvarch? Les patients, en fin de compte, vont d'un silo à un autre. Et parfois, c'est un peu compliqué, quoi, en fait, encore une fois. Et je crois que c'est ce que tu viens de souligner, en fait. Lorsqu'on a un parcours de soins, il est dans un parcours de vie. Nous, on rappelle toujours ça. Et que les ruptures de parcours ou les difficultés dans le parcours, je veux dire, impactent. Et donc, le soin ne doit pas
être un élément supplémentaire je veux dire, par rapport le système de santé doit. Alors, je ne dis pas qu'il doit s'adapter à l'ensemble des patients, mais en fin de compte, il faut que le système de santé soit connu des patients. Donc, ça veut dire que, y compris les membres du système de santé, connaissent l'ensemble des autres acteurs. C'est aussi ça, peut-être, toute la difficulté, parce que ça bouge énormément. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas du secteur de santé, et j'ai découvert la santé en devenant usager, vous voyez. Donc, et par contre, voilà. Donc, et c'est là que, c'est pour ça que je dis, c'est le parcours. Et c'est vrai qu'on pouvait penser, enfin, moi, j'avais dans l'idée, et quand j'ai interrogé, je vous dis, les représentants, j'avais dans l'idée que la gestion des lits, ça améliorait le parcours, ça permettait la fluidification, ça permettait en fin de compte les problématiques, etc. Et j'ai été surpris de la réaction de l'ensemble des usagers qui étaient plutôt encore plus lambda que moi, entre guillemets, puisque je fréquente un peu l'ORU peut-être depuis trop longtemps. Et du coup, j'ai été surpris de cette réaction parce que, méconnaissance, deux, en fait, on ne voit pas que ça amène pas un plus. Enfin, pour nous, c'est pas démontré que ça amène un plus. Parce qu'il n'y a pas de communication, parce que, etc. C'est pas parce qu'on n'est pas informé. On n'est pas informé, et c'est surtout, je crois que c'est ce manque de communication et d'explication. Alors, je ne sais pas s'il ne faut pas qu'on travaille ensemble avec l'ORU peut-être à poser comment débattre de ce sujet de la gestion des lits dans une commission des usagers. Ça peut être. On a travaillé avec la FECOP pour travailler sur la représentation des usagers dans les maisons de santé. On travaille avec les DAC sur un flyer qu'on va bientôt lancer avec Théo. Donc, je crois c'est aussi un des sujets peut-être qu'il faudra qu'on pose, en fait, comment on peut communiquer, non pas simplement entre professionnels sur la gestion des lits, et en quoi, en fin de compte, la gestion des lits est un plus dans le parcours de soins et le parcours de vie d'un patient. Pour moi, c'est un vrai sujet et je crois que c'est quelque chose d'important. Jean-Marc. Donc, c'est un vrai sujet. Et la question qu'on peut se poser aussi, c'est comment on met l'avis d'un citoyen et comment il peut avoir droit ou pas à prendre des vacances pendant les congés d'été. Parce que quand on dit l'hôpital a un problème pendant les vacances d'été, enfin pendant l'été, on se dit mais attends, on est moins malade l'été. Donc si l'hôpital a un problème pendant l'été, c'est plus par des problématiques de RH. Alors je vois une tête qui est pas d'accord, et donc c'est bien. Ou alors pourquoi il y a plus de problèmes l'été, je ne sais pas. Donc j'aimerais bien avoir la réponse, mais toute la question est de savoir est-ce que on prend notre rôle de soignant et qu'on peut en premier, ou est-ce qu'on met en premier notre rôle de conjoint dont le conjoint a besoin d'être en congé. Je ne sais pas. On va en débattre dans quelques secondes. Mais ôtez-moi d'un doute, messieurs les médecins. Avant cette journée sur le bed management, vous aviez déjà entendu parler du bed management ? Oui, quand même. Oui, non, c'était pour... Voilà, je pense qu'on participe. Voilà, il y a les représentants des usagers, mais aussi de la santé de ville et de campagne participent à des réunions à l'hôpital, soit dans les conseils de surveillance, soit de réunions ville-hôpital. Alors, comme je disais, qui ne sont peut-être pas assez fréquentes, qu'il faudrait un petit peu plus pour mieux s'interconnaître, mieux comprendre les contraintes des uns et des autres. Et puis, effectivement, peut-être analyser des parcours patients pour bien voir ce qui peut-être optimise une gestion des lits, comme disait Hervé tout à l'heure, mais on voit que si on optimise trop, finalement on bouche l'hôpital et c'est pas non plus une solution pour l'hôpital. Donc vraiment, il y a tout intérêt à se mettre autour de la table pour réfléchir ensemble au bon usage de l'hôpital et du retour à domicile, parce qu'autant il faut montrer patte blanche pour rentrer dans l'hôpital, je pense que pour les sorties d'hospitalisation, il faut aussi, c'est pas juste il est sortant, c'est effectivement est-ce qu'on est prêt à le recevoir correctement. Et on en parle aussi avec nos patients parce que nous en disent mais il n'y a que l'argent qui compte pour l'hôpital ou il n'y a que l'argent pour les libéraux. Eh bien moi ce que je leur dis c'est que oui vous voulez un médecin au fin fond du département du Gers, mais s'il n'a pas assez de travail, s'il ne peut pas payer son loyer, s'il ne peut pas gérer, eh bien il va se mettre en difficulté et il va partir. Donc il faut trouver un bon endroit pour qu'il ait les bonnes conditions d'exercice. Trouver du travail à son conjoint ou à sa conjointe et voir comment ses enfants peuvent être accueillis dans une école. Est-ce qu'il y a des transports en commun ? Et cette organisation-là,
et de voir comment on peut améliorer la vie du soignant, ça c'est une bonne façon que les soignés soient pris en charge et de façon pérenne. Alors, moi, j'ai encore beaucoup de questions à vous poser, mais l'heure tourne. Et comme je ne voudrais pas qu'on qu'on déborde, j'aimerais qu'on débatte. Voilà, je vais y arriver. On a effectivement, j'imagine, beaucoup de questions sur ce sujet-là. Donc, on va faire circuler le micro. Hop, les micros. Vous en avez un là pour répondre, messieurs. Et on va y aller sur des questions constructives. On essaie d'avoir un débat constructif sur tout ce qui vient d'être dit. Promis, je vous donne la parole après. Hein, on vous fait circuler. Pardon, allez-y. Bonjour. Là, il y a beaucoup de questions, donc Alors. tout d'un coup, je me dis waouh. Allons-y. Alors, moi, je suis bed manager sur l'hôpital de Bagnols, sur 16, voilà, depuis 2023, Gard. dans le Gard. Ancienne infirmière des urgences, 25 ans, donc je connais très bien la problématique des accueils non programmés. Donc là, on parle vraiment du lien ville-hôpital. Nous, sur le bed management, en 2023, j'étais toute seule à mi-temps. Maintenant, on s'est retrouvés à 2. Le lien ville-hôpital, donc vous, c'est vrai que vous avez un réseau à faire sur l'hôpital, mais nous aussi, on a un réseau à faire avec la ville, inversement, parce que c'est Ça pas marche un dans les poste. deux sens. Ça marche dans les deux sens. On n'est pas connus, nos missions ne sont pas connues. Donc, je me suis présentée à la commission des usagers dès 2023. On a fait notre bout de chemin. Aujourd'hui, on est en rapport avec toutes les CPTS, toutes les MSP, les IPA. Les médecins nous appellent des fois pour faire des entrées directes. Il y a le module via trajectoire HNP qui commence un peu à sortir. Ce n'est pas encore très bien déployé, mais ça peut être un outil. Et franchement, on arrive à faire des entrées directes à 24-48 heures. Voilà, c'est bien. Pour les sorties d'hospice, on fait des évals au lit des patients avec les CPTS pour les patients complexes. Et alors, il y a des trous dans la raquette. Hein. On n'est pas là tout le temps, on ne peut pas tout gérer non plus, parce qu'il y a la gestion du flux, il y a des patients complexes et il y a tout le reste à côté, les libéraux, etc. Mais à notre petite échelle, on a fait des petites choses petit à petit. Alors moi, je n'étais pas patiente à la base, il faut être très patiente sur ce poste-là. C'est vrai, il faut y aller petit à petit. Après, il faut mettre les bonnes personnes dans ces postes-là aussi pour être identifié en tant que tel, mais ça peut fonctionner. Mon projet, fin 2026-2027, je vous dis, c'est un séminaire ville-hôpital pour arriver à faire connaître les médecins de la ville, les CPTS, les MSP, aux nouveaux médecins qui arrivent sur l'hôpital, parce qu'en effet, il n'y a plus le médecin qui était là depuis 25 ans qu'on connaît, c'est des nouveaux arrivants, ça marche par texto ou par voilà, mais ils ne se connaissent pas. Voilà, ils ne se parlent pas, ils ne communiquent pas. Donc je ne sais pas si j'y arriverai, mais en tout cas si j'y arrive, ça sera voilà une petite victoire. Venir nous en parler si vous y Oui, arrivez. je sais, sur je les suis prochains déjà en événements. contact, On est preneur voilà. d'un témoignage. Oui. Donc voilà, oui, c'est vrai que tout est difficile, mais je pense qu'avec de la volonté, on peut y arriver. Voilà. Et ce que je retiens, c'est que ça doit marcher dans les deux sens. Hein. Ça marche dans les deux sens. Il faut que ça marche dans les deux sens. Et je pense que chaque hôpital est complètement, travaille différemment son bed manager. Son bed management, les échelles sont différentes, les missions sont différentes, voilà. Ils sont identifiés pour vous ils sont identifiés pour vous les bed managers dans les non. Vous n'avez pas forcément un nom, une personne non. Alors sur l'ORU, il y a le nom des bed managers. C'est pour ça que je pose la question. Peut-être qu'il y a des endroits où on peut les retrouver, en l'occurrence. Sur le site de l'ORU, me dit-on. Ok, je ne savais pas. Ok. Bon, votre témoignage n'appelle pas forcément de grosses réponses. C'est effectivement le schéma idéal de la communication de tout le monde. Alors, effectivement, ça passe par des outils aussi informatiques. Hein. Donc, il y a Medimail, il y a Spico qui peut... c'est quand même des outils gratuits. Alors, le téléphone, c'est bien, mais c'est vrai qu'avoir des traces quand même écrites, peut-être même à valeur médico-légale un petit peu, hein, de ce qu'on a fait, des démarches qu'on a entreprises. Et comme on travaille de plus en plus en équipe, et c'est valable à l'hôpital comme dans la médecine de ville et de campagne, on a besoin que ça soit écrit pour le reste de l'équipe, hein, pour l'assistante médicale, pour l'IPA, pour les collègues, etc. Donc c'est pour ça que l'écrit, à mon avis, a quand même une valeur. Et ensuite, l'idéal, c'est de se rencontrer, effectivement. Alors, c'est difficile parce qu'il y a une petite évolution, oui, de culture du travail, hein, comme disait Jean-Marc, mais je crois que ça ne concerne pas que la santé, hein, c'est un peu sociétal généralement. Les gens n'ont pas forcément envie de ressortir après 20 heures pour aller à une réunion. Bon, peut-être ça va. Il y a des visios maintenant qui existent aussi. Alors, en la visio, on peut se dire c'est des un choses. premier pas, à mon avis. Hein. Rien ne remplace l'humain à la convivialité. Là, franchement, vous avez tout à fait raison. Mais il n'empêche que ça peut peut-être aider. Allez-y, monsieur. Du coup, vous avez dit au début que parfois vous étiez au courant que les hôpitaux étaient en tension ou que vous appreniez que l'hôpital était libre, mais un peu à retardement.
Donc moi, je suis à la Polyclinique Saint-Roch, on participe aux cellules territoriales toutes les semaines et on donne nos chiffres quotidiennement à l'ORU qui sont accessibles en direct sur l'espace pro de l'ORU. Est-ce que déjà vous savez que ça existe? Est-ce que vous avez accès? Parce qu'aujourd'hui, en temps réel, on peut voir le taux d'occupation de l'ensemble des établissements. Il y en a certains qui le font avec plus de rigueur. Nous, on prêche pour que tous les établissements le fassent parce qu'on estime qu'il y a des trous dans la raquette. Mais officiellement, si vous allez sur l'ORU, vous avez en temps réel les nombres de lits dans tous les établissements MCO ou SSR. On ne sait pas si c'est connu de tous. Et en fait, ça pourrait épargner parfois les appels à des établissements qui sont saturés, du coup, qui vous répondront non, c'est une évidence, et ceux qui ne le sont peut-être pas. Et sur les cellules territoriales... Moi, je ne le savais pas. Hein. Vous le saviez? Non, c'est vrai que je ne l'utilise pas. Par contre, c'est un sujet dont on entend parler 2 fois dans l'année, le 15 juin et le 15 décembre. Voilà, effectivement. Mais vous avez raison, sans doute qu'on devrait un peu plus se renseigner là-dessus. Voilà, du coup, alors là, on entend en personne, effectivement, élus à l'URPS, etc., qui s'intéressent, qui sont conviés dans ces réunions. Après, c'est comment on fait passer l'information à nos consoeurs et confrères sur le terrain, peut-être via les CPTS. Bon, mais c'est un sujet de réflexion. Merci de cette remarque. Oui. Et donc, oui. Alors, il y en a partout, des mains qui se lèvent. Donc, allez-y. Ceux qui ont les micros, parlez. Je vous vois pas. Voilà. Toujours les Sables d'Olonne en Vendée. Je vais vous rassurer, le dialogue ville-hôpital existe. Et je pense en fait, tout ça dépend en fait du niveau de maturité du bed management et de la gestion de lit dans les établissements. Mais quand on a un petit peu de recul, très rapidement en fait, le dialogue se met en place. Alors avec sous différentes formes, mais voilà, des rencontres, des dîners, des sujets médicaux impliquant et la ville et l'hôpital. Mais rassurez-vous, ça se fait, et y compris avec les usagers, ça se fait très bien. Je pense que juste le niveau de maturité permet à un moment donné de le faire plus facilement. Donc patience, ça va arriver. Oui, il y en a partout là des mains. Ouais. Allez-y. Bonjour. Pour répondre à l'accès à l'outil, l'ORU, après c'est vous, promis. Voilà, on complète sur l'accès à l'ORU, oui, là et là-bas. Je vous ai vu, promis. Donc effectivement, oui, sur l'accès à l'outil, à la plateforme de l'ORU Occitanie. Aujourd'hui, l'ensemble des professionnels de santé ont accès à ces outils, mais ils sont majoritairement utilisés pour l'heure par les établissements de santé et peu sollicités et peu mobilisés par les professionnels de la ville. Est-ce qu'ils le savent, les professionnels de la ville? Est-ce que vous avez assez communiqué? Pardon, cette fois, c'est moi qui me fais l'avocat du diable. Pardon, je vous prends votre place, docteur Moreau. Est-ce qu'ils le savent? En tout cas, on est conscient que la promotion de l'ensemble de ces outils et de l'ensemble des services que l'ORU propose, c'est un accompagnement de la répétition, parce que les professionnels évoluent, parce que les établissements ont un turnover aussi important des professionnels. Donc on essaye de garder cette veille pour pouvoir communiquer sur l'ensemble des outils, l'ensemble de ce que l'ORU propose. D'ailleurs, on le refera à la fin de cette journée avant de conclure. Mais oui, et en tout cas, on est convaincus qu'il serait important et intéressant de mobiliser davantage l'ensemble de ces outils au bénéfice des établissements et des professionnels de la ville. Ok. Alors, oui. Parce que c'est posé cette question sur l'outil d'accès aux données hospitalières. Et il y a eu un projet en Occitanie qui est pour le moment un semi-échec, c'est via trajectoire non programmée, qui a été fait penser pour la ville. C'était un outil qui vous permet de dire, vous voyez qu'il y a une place à Bagnols-sur-Cèze, je prends votre exemple, en pneumo, tu as un patient de pneumo, tu as Henriette que tu veux opérer, hospitaliser plutôt en pneumo, et là, plutôt que d'envoyer via trajectoire en disant j'ai besoin d'hospitaliser Henriette, jetez-vous sur Henriette et personne ne te répond, là tu cibles et ça envoie directement au bed manager, voire au médecin qui a le dossier en disant ben voilà, Henriette a ça. Sauf que il y a un taux d'usage par la ville, on n'a pas réussi à le faire décoller. C'est pour ça que je parlais. Est-ce qu'ils le savent? Est-ce qu'ils le savent assez? Est-ce qu'il y a une communication qui est faite dans ce sens-là? Parce que visiblement, les outils existent, mais ils ne sont pas utilisés. Il y a bien un problème. Enfin, pardon, là encore, j'ai pris la casquette de l'avocat du diable. Alors. Pardon, pas tous ensemble, parce que sinon on ne va pas y arriver. Promis, on va laisser la parole à madame, puis à monsieur, je vous ai vu. Oui, allez-y. Bonjour. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, je suis Nadège, je suis médecin urgentiste au CH de Béziers depuis longtemps, donc
depuis presque 25 ans. Donc je me considère chez les vieilles habituées. Et je vais être sur le bed management pour aider les infirmières, mais à 30%. D'accord. Donc, déjà, point par point, juste un petit détail. Notre population, l'été, est multipliée par 3. Donc nos besoins en lit, forcément, l'été, ne sont pas les mêmes, puisque notre population est multipliée par 3. Ça, c'est un petit détail qu'il ne faut peut-être pas oublier non plus. Deuxièmement, moi, je considère qu'envoyer un patient que nous, on appelle raisonnablement MADI-PNV, maintien à domicile impossible, personne n'en veut, ne va pas résolutionner le problème de ce patient. Donc, je suis d'accord qu'il n'y a pas assez de communication, mais c'est un patient que, de toute façon, on n'arrivera pas nous-mêmes à faire ressortir. Et pour répondre aux hébergements, je considère aussi qu'envoyer un patient sans que ce soit un minimum un tout petit peu régulé, ne serait-ce qu'un coup de fil, je sais que ça prend du temps, c'est encore plus... Comment dire ? C'est de la maltraitance aussi de l'envoyer au charbon pour qu'il se retrouve 24 heures sur un brancard. Oui, bon écoutez, je pense qu'on est un certain nombre de médecins généralistes traitants à ne jamais avoir envoyé un patient sans passer un coup de fil. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas le perdre de vue non plus. Non, je ne parle pas de jamais de coup de fil. Je vous dis juste que et si parfois, on nous dit vous n'avez pas pas fait de lettre alors qu'elle est dans l'enveloppe. Non, mais c'est pas une question rhétorique en fait. C'est pas quelque chose de rhétorique. Je dis pas qu'il n'y a pas toujours des coups de fil, pas de coups de fil. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que la gestion des lits ne va pas forcément vous aider dans ce chemin-là, parce que de toute façon, on va être devant le fait accompli de toute façon. Je ne sais pas, j'entends votre expérience. Moi, j'appelle parfois des urgentistes et on discute de savoir si oui ou non ça va être pertinent d'envoyer la personne, souvent âgée, à domicile. Et après, il y a tout l'aspect régulation, c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé, mais il y a les médecins régulateurs, des urgentistes des SAMU, et puis il y a les médecins libéraux qui font de la régulation aussi, de la PDSA, de la permanence des soins ambulatoires, ou du SAS la journée. Donc il y a quand même tous ces médecins impliqués dans la régulation. Il faut rendre hommage à leur travail. Et d'ailleurs, eux, ils ont accès aux données, je crois. Bon, j'ai fait quelques petits stages, mais je ne suis pas régulateur moi-même. Voilà, je pense qu'ils ont accès aux données quand même d'aval pour savoir un petit peu comment gérer. Alors après, c'est ça, on retombe un peu dans l'arithmétique. Il y a ce risque. Moi, j'ai pas mal de patients qui reviennent vers nous avec des histoires en disant voilà, j'ai été refoulé par la régule, mais voilà, j'étais vraiment malade et ça s'est plus ou moins bien passé. Donc il y a des limites même à la régulation. Et ce qui a été dit tout à l'heure, le fait qu'il y ait moins de lits d'hospitalisation, le fait que les financements soient de plus en plus serrés, contraints, ça nous contraint tous et ça nous met tous sous tension, malheureusement. Clairement. Merci, madame. Alors, on va prendre monsieur au fond, qui attend depuis un moment. Excusez-moi, allez-y. Bonjour, Michel Nowakowski, chef d'établissement à Saint-Gaudens et à Luchon. Il y a plein de choses qui méritent d'être améliorées, ça je suis entièrement d'accord. On ne parle pas des choses qui marchent également. Parce que mine de rien, nos hôpitaux ont des patients arrivés urgence, mais également en arrivée programmée, en hospitalisation de jour et tout le reste. Et ça, il faut le souligner parce que c'est de la coordination ville-hôpital également. Donc il faut pointer ce qui marche également. Voilà. Ensuite, il y a deux éléments, il y a deux mots qui ressortent. Communication, oui, il y a des efforts à faire. Dans les CPTS, ce ne sont pas uniquement des libéraux. Dans la CPTS du Comminges, il y a des professionnels hospitaliers, qui soient médecins, qui soient d'autres professionnels de santé, et ça tient à l'investissement de chacun. Nous avons environ une séance mensuelle avec des thématiques diverses, en plus de l'enseignement post-universitaire avec les praticiens de ville, avec des chefs de filière du CHU de Toulouse qui se déplacent également pour faire des points sur des filières de santé et pour continuer l'enseignement parce que tout médecin thésé, mais tout professionnel autre et même tout directeur sorti des études, faut qu'il continue d'apprendre l'évolution de la médecine, des différentes sciences pour s'améliorer. Et là-dessus, il faut continuer de le faire et il faut se montrer disponible. Ensuite, sur l'aspect communication, les outils que vous avez abordés. Il y a un outil super qui existe, enfin deux outils super qui existent pour la communication. Déjà, les mails, vous les avez cités, sécurisés, MS Santé, où la majorité des établissements publics envoient les comptes rendus. Ensuite, oui, c'est des mails, ça tombe dans une boîte, ou alors ça tombe sur le dossier le DMP, Mon Espace Santé. C'est perfectible, oui, parce qu'il y a 200 formulaires qui sont dedans. Et ensuite, chaque communauté territoriale, ou chaque médecin de ville, s'il ne qualifie pas l'identité de la personne, ne peut pas déposer les documents dessus. Et de temps en temps, les outils de communication, l'hôpital n'a pas accès aux outils
de communication des libéraux. Et surtout, nous avons une contrainte supplémentaire, c'est que nous ne sommes pas libres des outils. L'agence essaye de mettre de la cohérence là-dedans. D'autres agences dans d'autres régions le font également pour éviter le WhatsApp. Mais il faut se mettre d'accord parce qu'il y a des contraintes de marché public également pour les établissements publics qu'il ne faut pas oublier à mettre en place. Et le deuxième mot, c'est la territorialité. Je ne pense pas qu'il y a de solution unique pour toute l'Occitanie. Je ne pense pas que dans le Comminges ou dans le Lot, on ait la même problématique avec le même nombre de professionnels de ville hospitaliers qu'à Toulouse, qu'à Nîmes, qu'à Montpellier ou qu'à Perpignan. Donc, ce sont des solutions locales à trouver. Il n'y aura pas quelque chose d'idéal, mais il faut communiquer, marcher ensemble là-dessus. Et pour répondre au monsieur, le bed manager, à quoi ça sert? Oui, il faudrait peut-être plus communiquer dessus. Ça sert à maximiser les chances du patient de dormir dans un vrai lit d'hôpital et pas dans un brancard aux urgences en ayant 40% de plus de mortalité là-dessus. Et même si malheureusement il est hébergé en service de chirurgie alors qu'il relève de la médecine, oui, le médecin de médecine va se déplacer, ça désorganise également le soin, mais pour qu'il soit soigné correctement. Ensuite, oui, la communication interne vers le patient doit également être améliorée pour mieux l'expliquer. Mais l'hôpital et nos professionnels sont engagés au quotidien, qu'ils soient soignants, qu'ils soient médecins, et ce qui manque à tous, je pense, la ville, les usagers, c'est vraiment la communication et cet aspect humain que vous avez souligné. Et un petit regret, le médico-social, parce que les bed bloqueurs, malheureusement, ce n'est pas la ville. Ils ne relèvent pas de la médecine de ville, mais malheureusement, ils relèvent souvent des difficultés sociales et de place dans nos EHPAD ou dans des SMR qui sont assez bouchés. Donc voilà. Merci pour cette analyse. Oui. Monsieur. Oui, pour réagir à vos propos, alors je fais pas partie de ceux qui font que critiquer. Je tenais tout de même à vous donner un exemple de ce que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps. Et je vous ai expliqué que je suis tombé de haut, en fin de compte, parce que je suis plutôt du style à essayons de mettre en avant ce qui fonctionne pour justement le mettre en avant et le faire ailleurs, quoi. Et sauf que moi, je vous ai rapporté des faits. Donc voilà, ces faits, du coup, interrogent. Je veux dire, et alors, je ne dis pas que c'est partout. Encore une fois, c'est pas parce que ça s'est produit à un endroit que ça se produit partout. On peut toujours trouver des exemples positifs dans plein d'endroits et puis quelques endroits négatifs. Donc, et l'intérêt, lorsqu'il y a des exemples négatifs, je me tourne vers la SRA, c'est de se dire, en fin de compte, lorsqu'il y a un dysfonctionnement ou lorsqu'il y a quelque chose qui interroge, c'est qu'est-ce qu'on met en place comme dispositif pour améliorer la qualité. Enfin, c'est la base même, je crois, de ce que tu prônes, Jean-Jacques. Donc, je crois que c'est ça que je voulais vous interpeller, parce qu'en fin de compte, lorsque ça arrive que, je veux dire, le cloisonnement et le fonctionnement en silo, je ne suis pas professionnel de santé, je n'ai jamais travaillé dans le système de santé, je le découvre, mais je découvre tout de même qu'il y a beaucoup de silos dans le système de santé. Et que ce fonctionnement en silo, je veux dire, les patients le prennent en pleine figure, excusez-moi l'expression. Donc c'est leur quotidien. Eux, ils se heurtent à ce fonctionnement en silo. Je serais mauvaise langue, je vous dirais... je suis capable de vous donner un exemple d'une mamie qui est rentrée chez elle le vendredi soir sans médecin, sans accompagnement, et sans etc. Parce que ça arrive malheureusement, on le sait. Mais c'est un cas, voilà. Il y a 5000 hospitalisations, donc c'est un cas sur 5000. Voilà, enfin, il faut se dire ça. Le problème, c'est comment on fait que ce cas n'existe plus, quoi. Enfin, voilà. C'est ça, je vous ai interpellé, moi, sur cette façon de se dire, en fin de compte, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de simple à imaginer à un moment donné pour que, y compris la gestion du lit, soit un plus et soit bien identifié comme un plus pour l'ensemble des patients, en fait, dans leur parcours de soins lorsqu'ils ont besoin d'aller à l'hôpital. Et qu'ils soient compris par l'usager, parce que ça, par contre, on ne peut pas le nier. Je pense que les usagers, de manière générale, n'ont pas forcément toutes les clés du fonctionnement. Oui. Et véritablement, là aussi, pour accompagner nos patients, leur dire, vous allez aller à tel endroit avec tel médecin ou tel... Et on le fait pour que vous y restiez le moins longtemps possible et que vous puissiez revenir le plus rapidement possible, parce qu'ils ont peur, les patients. Ils ont peur, on ne sait pas ce qui va m'arriver. Et si on arrive à considérer ce flux de dire vous m'envoyez là-bas pour aller mourir, ça ne va pas, d'accord ? Mais on vous fait. Et si jamais ça ne va pas, et si vous décidez de venir à la maison pour venir faire votre fin de vie, on va le faire.
hein. Cette question-là d'accompagner le patient et sa famille, parce qu'il n'est pas seul, avec les soignants autour, parce que là aussi, la qualité de vie au travail des infirmiers, des auxiliaires de vie qui ont du mal parfois, on a du mal à les recruter, hein, c'est un problème aussi qu'on a en ville, c'est à prendre en compte pour qu'on puisse recevoir les patients dans les meilleures conditions et au mieux chez eux. Alors, on a une dernière question, ce sera la dernière parce qu'il faut qu'on enchaîne encore une fois, je ne veux pas qu'on soit trop en retard. C'était juste une précision par rapport à la visibilité des places. Effectivement, il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, l'ensemble des places hospitalières via l'Aurore et l'Auru sont visibles en temps réel et sont remontées régulièrement, que les places d'EHPAD sont aussi visibles, y compris les places en hébergement temporaire en sortie d'hospitalisation, qui sont valables même quand on ne sort pas d'hospitalisation, quand il y a un problème de maintien à domicile, quand les aidants sont malades. Vous parliez tout à l'heure du cas de la personne où l'aidant va être opéré et qui n'est plus là, mais il est possible de trouver aujourd'hui des places en EHPAD via ces moyens-là. Donc il y a des solutions, clairement. Et il y a des outils, c'est ce que vous dites. Il y a des outils, et après c'est vraiment un problème de coordination ville-hôpital et des liens qui peuvent se faire entre les différents professionnels. Aujourd'hui, je sais que nous, on a des réunions mensuelles avec le DAC, entre le DAC et l'hôpital. On a des réunions régulières entre le SAS et l'ensemble des CPTS du département, mais pour développer les partenariats. Et le jour où effectivement on pourra utiliser via trajectoire HNP pour pouvoir répondre aux besoins de la ville, on le fera, mais quand on sera sûr qu'effectivement c'est la solution qui répond aux besoins de l'ensemble des professionnels de la ville et que ça ne va pas refaire une couche supplémentaire avec les hotlines hospitalières, ce genre de choses qui existent aujourd'hui. C'est juste ça. Théo, un dernier mot ? Oui, un dernier mot, quelques phrases. Non, mais c'est vrai, bon, vous l'avez dit, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, on peut le voir à moitié plein. Probablement, il y a des progrès déjà importants qui ont été faits par rapport il y a quelques années ou décennies. Donc, on a de plus en plus à la fois les outils, les dispositifs, et puis la volonté commune, j'ai l'impression, d'y arriver. Donc, il n'y a pas de raison, on peut y arriver collectivement. Je pense que voilà, effectivement, les hospitaliers ont toute leur place dans les CPTS. Dans les DAC, la gouvernance des DAC, elle est équilibrée entre justement la ville, l'hôpital, les établissements, quels qu'ils soient. Les usagers, patients, aidants sont représentés également. Donc, c'est vraiment l'occasion de travailler ensemble à ces nouvelles solutions. Je vous propose qu'on conclue cette table ronde sur cette note positive. Merci